L'histoire du fort d'Ua se déploie comme une fresque tourmentée, où la pierre blonde de Bordeaux porte les stigmates de 5 siècles de répression, de larmes et de mutations judiciaires. Tout commence au lendemain de la bataille de Castillon, en 1453, alors que la cité girondine, après 3 siècles de prospérité sous influence anglaise, se voit contrainte de réintégrer le domaine royal français. Charles VII, redoutant l'âme rebelle des Bordelais, ordonne dès 1454 l'érection de cette forteresse dont les canons, faits rares et éloquents, ne sont pas tournés vers un horizon lointain, mais vers le cœur même de la ville et de ses habitants. Cette citadelle de punition s'implante sur un terrain marécageux, où coulent les eaux du Peug, petite rivière aujourd'hui enterrée, qui alimentait alors des fossés profonds et fangeux. L'architecture originelle, une enceinte quadrangulaire flanquée de 4 tours colossales, imposait un silence de plomb sur un glacis militaire, où toute construction était proscrite, afin de ne jamais entraver le champ de tir des bombardes et des coulevrines royales. De ce colosse médiéval ne subsistent aujourd'hui que 2 sentinelles de pierre, la tour du Peug et la tour des Anglais. La première, massive et aveugle, servait de poudrière et conserve en ses fondations l'humidité des nappes phréatiques que les bâtisseurs durent défier au XVe siècle. Ses murs, épais de plus de 3 mètres, portent encore les marques lapidaires de ces tailleurs de pierre anonymes qui signaient chaque bloc pour obtenir leur dû. La seconde, la tour des Anglais, offrait un logis plus noble au capitaine du fort, représentant de l'autorité souveraine. On y trouve encore des salles voûtées en ogive et des escaliers en vis dont la rotation à droite assurait au défenseur l'avantage de son bras armé contre l'assaillant. Ces tours ne furent pas seulement des ouvrages de défense. Elles devinrent, au fil du déclin militaire amorcé sous Louis XIV, les réceptacles de l'arbitraire. Le fort, délaissé par Vauban au profit de la citadelle de Blaye, se mua alors en prison d'État, accueillant les captifs condamnés par les lettres de cachet ou les victimes de la révocation de l'édit de Nantes. C'est en cette période classique que le fort d'Ua se lia indissociablement à la page la plus sombre de l'opulence bordelaise, le commerce triangulaire. Alors que le port de la Lune s'enrichissait par la traite négrière, le fort servait de verrou répressif sous l'autorité du dépôt des Noirs institué en 1777. Dans ces cachots insalubres, on entassait les captifs et les personnes de couleur arrivant des colonies sans autorisation, transformant la forteresse en un sas de rétention avant leur réexpédition forcée vers les plantations. Ce contraste, entre la misère des sous-sols du fort et l'élégance des hôtels particuliers aux mascarons africains qui s'érigeaient alors autour de la cathédrale, dessine la dualité tragique de Bordeaux à l'époque des Lumières. La Révolution française, loin de raser ce symbole de la tyrannie comme elle le fit pour la Bastille, l'utilisa comme un instrument nécessaire à la terreur. Devenu l'antichambre de la guillotine dressée place Gambetta, le fort du Havy défilait entre ses murs humides le destin de Teresa Cabaru, ou de la Tude, le célèbre évadé qui comparait l'endroit à un lieu où le temps se liquéfiait dans l'eau des murs. En 1835, l'architecte Joseph-Adolphe Thiac entreprit de réconcilier le site avec la modernité, en rasant les vieux remparts pour édifier un palais de justice néoclassique. Seules les 2 tours furent épargnées, car leur carapace de pierre était si dense que leur démolition aurait exigé des moyens démesurés. Le XXe siècle devait pourtant infliger au site son épreuve la plus cruelle, sous l'occupation nazie. Dès 1940, la section gérée par la Gestapo fit du fort le quartier général de la terreur dans le sud-ouest. Dans des cellules de quelques mètres carrés, où l'on entassait jusqu'à 15 résistants, le silence n'était rompu que par les cris des torturés, et le glas des départs vers les poteaux d'exécution du camp de Souges ou vers les convois de déportation. De cette agonie restent des témoignages bouleversants, gravés à la pointe de clous ou tracés avec de la suie, comme cet espoir ultime affirmant que le soleil brille aussi pour les condamnés. En 1967, la décision fut prise de raser cette prison devenue le symbole d'une insupportable souffrance. Sur ces décombres s'élève aujourd'hui l'École nationale de la magistrature, œuvre de verre et de cèdre de Jean Willerval, dont les fûts de bois suspendus semblent flotter, sans jamais effleurer les tours médiévales, marquant ainsi une rupture architecturale et morale définitive. Là où l'on punissait jadis sans droit, on enseigne désormais à ceux qui auront pour mission de le rendre.